À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Alors, pour terminer cette journée, nous recevons le réseau des services spécialisés de main-d'œuvre. Alors, Madame, Monsieur, bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens. Donc, vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé, mais évidemment, pour vous présenter aussi auprès des parlementaires avec qui nous allons entamer par la suite une période de discussion. Alors, le micro est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour à toutes et à tous. Nous tenons à vous remercier, mon collègue Émilien et moi-même, au nom du membre du réseau de services spécialisés de la main-d'œuvre, le RSSMO, pour le temps accordé aux réflexions que nous vous proposons aujourd'hui en réponse à la consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. Permettez-nous tout d'abord de vous présenter brièvement notre réseau. Le RSSMO regroupe 45 organismes présents dans 14 régions du Québec et établis dans 90 points de service. Ils viennent en aide à plus de 25 000 personnes par année. Depuis 40 ans, leur mission première est le développement de l'employabilité visant l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion socio-professionnelle. Ils travaillent en partenariat avec les différents paliers du gouvernement pour offrir à la population des programmes et mesures personnalisés et adaptés à chaque individu. L'objectif principal de notre mémoire est de mieux contextualiser la place des personnes immigrantes dans la société québécoise et d'approfondir la compréhension des obstacles à leur inclusion pérenne au Québec. Nous proposons un ensemble de recommandations qui suivent cet objectif et les avons rassemblées en deux grandes parties. La première est les enjeux de pouvoir constitutif de l'immigration. Nous signalons d'abord l'urgence de prendre acte des enjeux de pouvoir constitutif de l'immigration et du vécu des personnes racisées au Québec, en les nommant, les reconnaissant publiquement et en mettant en place des mesures concrètes et contraignantes pour y apporter des solutions. Notre première recommandation est de détacher l'immigration de la protection du français. Pour mieux réfléchir à la place qu'occupe le français dans nos politiques migratoires, nous citerons une étude réalisée en 2022 intitulée « L'immigration et la pérennité du français au Québec » qui vise notamment à clarifier l'impact envisagé de l'immigration sur le déclin du français parlé au Québec. Je cite, la conclusion que l'on peut dégager de ces simulations est très claire. Quel que soit l'indicateur linguistique utilisé pour définir le groupe linguistique francophone, même des mesures extrêmes, totalement utopiques, ne permettent pas de renverser la tendance de long terme au sein de la société québécoise. Comme le soulignent les auteurs du rapport de l'OQLF publié en 2021, une modification dans la composition linguistique de l'immigration économique n'ajouterait donc que quelques milliers de personnes de langue française, tout indicateur confondu chaque année, sur une population de plusieurs millions de personnes. D'où provient cette étude, pourra-t-on se demander? Du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui a mandaté en 2022 le démographe Marc Termotte, spécialiste des questions migratoires à l'Université de Montréal. Une étude qui rejoint les conclusions de l'Observatoire québécois de la langue française concernant l'impasse des politiques migratoires linguistiques visant à freiner le déclin du français dans la province. Bien que mandatée par le MIFI, cette étude présente une analyse concrète qui semble contrevenir à la fois aux propositions spécifiques du gouvernement, mais aussi à la stratégie en matière d'immigration articulée autour de la protection du français. Pour nous, chaque individu est porteur de culture, peu importe ses origines. Et nous tenons à souligner que ce n'est pas parce qu'une personne parle une langue qu'elle comprend les us et coutumes et les cadres de référence de la société qui l'accueille, et que par conséquent, cette dernière a la responsabilité de mettre en œuvre un mécanisme cohérent et accessible à cet effet. Dans une optique d'adéquation entre les valeurs de la société québécoise et celles des personnes que nous accueillons, le RSSMO recommande de s'engager dans une valorisation de la langue française comme pont entre les cultures et non comme condition d'acceptance et d'inclusion. Une langue permettant l'adhésion et la contribution à la culture distincte de notre Québec. Notre deuxième recommandation est la reconnaissance active du racisme et la discrimination systémique. Nous demandons une reconnaissance urgente du lien constitutif entre l'immigration et les phénomènes du racisme et discrimination systémique, dont la dénégation régulière par le gouvernement nuit au vécu des personnes accueillies au Québec. Nous demandons donc le développement concret de formation pour l'ensemble des membres de la fonction publique et pour les personnes, institutions et organismes responsables de l'accueil des personnes immigrantes. Ce travail doit être effectué en dialogue et de concert avec les partenaires actifs dans la lutte contre le racisme et la discrimination systémique.
Notre troisième recommandation est d'accroître l'imputabilité concrète des pouvoirs publics. Nous recommandons la prise d'une posture de leadership ciblé et rassembleur du gouvernement dans l'accueil, l'intégration, l'accompagnement, le maintien et l'inclusion des personnes immigrantes. Dans cette optique d'imputabilité, nous recommandons également la production d'indicateurs qualitatifs et de données qualitatives permettant la mesure et le suivi des faits évolutifs sur le terrain. Ensemble, ces trois mesures sont une étape primordiale d'analyse du vécu des populations immigrantes afin d'encourager une société québécoise qui sourit à toutes et à tous. Il s'agit d'un devoir envers la diversité qui, rappelons-le, avait déjà été identifié il y a plus de 30 ans par le gouvernement de Robert Bourassa. Notre deuxième partie est articulée autour d'une meilleure valorisation pour mieux inclure. Donc, nos 4 prochaines recommandations font l'ébauche du travail collectif d'inclusion et de valorisation des personnes immigrantes, caractérisée par une approche solidaire, curieuse et humble. Notre 4e recommandation est donc lutter contre la déqualification des professionnels immigrants. Le RSSMU rejoint les objectifs du gouvernement en matière d'attractivité et d'inclusion de la main-d'œuvre qualifiée étrangère, puisque le maintien en emploi est un des leviers principaux de la rétention de la population immigrante sur le territoire. Nous recommandons l'assouplissement, la facilitation et l'accélération de la reconnaissance des acquis et diplômes obtenus à l'étranger. Nous recommandons la mise en place d'un cadre référentiel commun contraignant aux ordres professionnels, aux établissements d'enseignement, aux organismes de réglementation et autres partenaires gouvernementaux, facilitant ainsi l'accès à une reconnaissance d'acquis des études et des compétences obtenues hors Québec. Notre 5e recommandation est de soutenir les organismes dans la réalisation de leur mission auprès des personnes immigrantes. Nos organismes membres appliquent une approche spécialisée, globale et individualisée auprès des personnes accompagnées qui répond à la nécessité de lier l'intégration sociale à l'intégration au marché du travail. Cette approche se caractérise par une méthode de communication et d'appréhension de problèmes débouchant sur des interventions adaptées qui prennent en compte la diversité. L'interaction qui tient compte des problématiques vécues par chaque personne sur les plans personnels, familial, culturel, financier et professionnel est déterminante dans la démarche d'intervention. Cette approche implique autant l'accompagnement des immigrants que les employeurs pour favoriser une intégration, un maintien en emploi et une inclusion dans l'entreprise, des étapes préliminaires à l'inclusion des personnes immigrantes dans notre société québécoise. Cet accompagnement nécessite donc un financement adéquat à la réalisation de la mission des organismes qui œuvrent auprès de ces personnes, garantissant un suivi continu dans toutes les régions de la province et limitant la possibilité de bris de services et de perte d'expertise dans les milieux communautaires à tous les niveaux. Notre 6e recommandation est le développement de l'accessibilité et la flexibilité des services d'aide et d'accompagnement des personnes immigrantes. Nous rejoignons ici la réflexion du gouvernement concernant la complexité des services d'aide et d'accompagnement. Il n'est toutefois pas réaliste de penser que les plans d'action développés lors de l'accompagnement puissent se réaliser à très court terme sans passer par des étapes et une progression sur le long terme afin de permettre à ces personnes de comprendre les codes culturels, les savoir-être requis pour une intégration et une inclusion réussie sur le marché du travail. Nous recommandons ainsi la mise en place de services compréhensibles, flexibles, accessibles et adaptés aux besoins spécifiques et réels des différents groupes qui composent notre population immigrante, incluant la possibilité de combiner des mesures de service ainsi que de maintenir des suivis nécessaires à la réalisation des objectifs. Notre 7e et dernière recommandation est l'accompagnement des milieux professionnels. Appuyer le développement et la disponibilité des ressources pour les employeurs dont l'objectif de favoriser l'inclusion en entreprise est un incontournable selon nous. La création de milieux de travail qui respectent la personne immigrante par une sensibilité à sa vision du monde, à ses valeurs, à ses besoins passe par une préparation à tous les niveaux. Des interventions qui mettent en œuvre certains principes de l'approche interculturelle sont aujourd'hui des impératifs et des incontournables. Un accompagnement adéquat de la part de nos ressources communautaires professionnelles compétentes, qualifiées et expertes en matière de diversité et de gestion de la diversité, offert à toutes les parties prenantes, permettra d'outiller, d'améliorer les interactions et de créer des espaces réels de dialogue qui mèneront à une amélioration des pratiques et une inclusion à long terme dans les entreprises. Pour conclure, les organismes du RSSMU œuvrent auprès de leurs participants, toutes origines confondues, pour s'assurer de réaliser un accompagnement de choix
des interventions de qualité et la meilleure adéquation possible entre les personnes et les profils, ainsi que les besoins du marché de travail. Donc, on parle ici de l'importance de l'emploi de qualité, une adéquation qui nécessite un travail de fond, réflexif et constructif, en lien avec l'accompagnement, la compréhension des défis personnels et professionnels, le placement en emploi, le maintien en entreprise et l'inclusion dans l'équipe de travail. Pardon. Ce modèle en est un qui, si appliqué à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, mènera sans doute à la réalisation d'un vivre ensemble de choix. Il ne s'agit pas de rédiger un code de bonne pratique, mais de réfléchir à des pistes communes, concrètes, où chacune et chacun explore dans ses milieux respectifs les limites et les avantages des pratiques d'inclusion. C'est avec cette approche globale que nous obtiendrons une adaptation des pratiques permettant à notre société et à nos entreprises d'évoluer et d'avancer pour combler non seulement les besoins de main-d'œuvre, mais aussi de prendre l'individu dans son intégralité, dans son humanisme en considération, et ainsi que dans sa complexité, sa richesse et son apport. La planification réfléchie de l'immigration nous mènera à mieux cibler nos seuils d'immigration, nos besoins humains, socioculturels et économiques. Elle doit encourager un changement des discours publics en lien avec l'immigration qui nourrissent la vision de l'inclusion des personnes immigrantes dans notre société, non plus comme une menace, mais comme un levier précieux de développement pour l'avenir du Québec. Face à la complexité des défis humains, économiques et socioculturels auxquels fait face la société québécoise, l'immigration doit être perçue et présentée comme une opportunité à saisir plutôt qu'une problématique à résoudre. Permettez-nous de finir en disant qu'il est temps de penser que le mot « immigration » rime avec « solution ». Nous vous remercions de votre attention et avons hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation, pour ces propositions qu'on va justement commencer à discuter avec la ministre pour une période de 14 minutes 59 secondes. Et vous a laissé un petit peu de temps, justement. Le temps est vous, Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Bien, merci à vous deux de prendre part à cet exercice. Je suis contente qu'on ait l'occasion de vous entendre. Je commencerai par reprendre, en fait, la phrase de conclusion que vous avez amenée, parce qu'elle reprend intégralement une phrase qui avait été dite par le premier ministre dans son discours inaugural, à l'effet que l'immigration est une solution. Il l'a dit tel quel. Alors, on est dans une vision convergente, bref, quand il s'agit d'immigration. Donc, c'est vraiment la façon qu'on a eu d'aborder l'immigration dans le cadre de la réflexion sur la réforme à apporter au programme d'immigration économique. Donc, on a vraiment orienté nos travaux en fonction du fait qu'effectivement, il y a possibilité pour l'immigration d'être une solution, notamment pour le fait français. De là, l'intégration d'exigences en lien avec la connaissance du français. J'aimerais faire un commentaire là, sur un des thèmes que vous avez abordé. On voit qu'en fait, un de vos objectifs là, consiste à nous sensibiliser à la réalité migratoire et à offrir une meilleure connaissance à des obstacles à l'inclusion des personnes immigrantes dans la société, à faire en sorte que leur processus d'immigration soit une réussite. Et j'aimerais souligner en fait qu'on a eu plusieurs actions en tant que gouvernement orienté vers cet objectif. Donc, on peut, par exemple, penser à la mise en œuvre là, des recommandations du groupe d'action sur le racisme au Québec. On a un ministre responsable de la lutte contre le racisme. On a aussi 22 projets qui ont été financés par le programme d'accompagnement des communautés dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Donc, ça, c'est une autre mesure qu'on a mise en place. Puis, on a signé 183 ententes qui soutiennent des projets et des activités contre le racisme. Donc, ça, c'est un volet très important aussi de notre action. Et j'ajouterais qu'il y a plusieurs formations obligatoires qui sont offertes au personnel du ministère, donc des formations en ligne sur l'homophobie, sur la transphobie ou sur le racisme pour les employés de l'État. Donc, bref, il y a plusieurs actions déjà qui s'inscrivent dans ce que vous mettez de l'avant comme perspective. Comme première question, en fait, je vous amènerai à la page 16 là, de votre mémoire. Vous recommandez, à la page 16, vous recommandez la production de données et d'indicateurs qualitatifs pour suivre des faits évolutifs sur le terrain.
Donc, j'aimerais ça que vous me donniez des suggestions d'indicateurs auxquels vous pensiez pour que vous imaginiez donc votre concept d'inclusion pérenne des personnes immigrantes dans la société. C'est une excellente question. Merci, Madame la ministre. Dans le fond, quand on parle d'indicateurs en général, c'est parce que pour nous, il est très important de pouvoir avoir une sorte de tableau de bord avec des évolutions qu'on pourrait ne pas juste chiffrer, mais qu'on pourrait avoir comme document ou comme document qui va parler avec des détails de certains événements et de certaines situations bien définies au niveau de l'intervention. C'est très important pour nous d'avoir ces indicateurs qualitatifs plutôt que juste numériques parce qu'on n'arrive plus à suivre avec la personne immigrante, malheureusement, l'ensemble de ce qui se fait. Je peux vous donner un exemple très concret à cet effet-là. On peut parler, par exemple, d'une personne qui est arrivée il y a 5 ans au Québec, puis qui a commencé sa démarche, elle s'est trouvée un emploi, puis à un moment donné, dans son parcours, elle s'est retrouvée face à la situation où elle perd son emploi, elle n'a pas eu accès à l'ensemble de l'activité au niveau de la population, donc elle n'a pas fait de cours de francisation, elle parlait déjà français, donc elle ne connaît absolument pas du tout le Québec. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir qualifier son intégration, cette personne-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire un suivi avec elle? Comment est-ce qu'on va pouvoir noter et constater les différents éléments qui composent son profil professionnel et académique. Donc, pour nous, il est très important d'avoir ce qu'on appelle un tableau de bord par personne et surtout pour que la personne ne soit pas dans l'obligation de répéter à chaque fois son histoire quand elle revient sur les différents bancs. Des indicateurs de choix pourraient être choisis en lien avec l'ensemble du travail qui peut être effectué, puis surtout en lien avec les différents postes que pourrait occuper la personne, par exemple. Donc, je vous donne un exemple encore. Un ingénieur qui arrive ici au Québec, qui va se retrouver en mode déqualification, comment est-ce qu'on va pouvoir lui permettre de pouvoir accéder à son emploi? Est-ce qu'on peut aller avec des chiffres et des études plus concrètes qui vont le mettre de l'avant et qui vont lui permettre de comprendre comment est-ce qu'il peut avoir accès à ce marché de travail, en fin de compte? Est-ce que je dois comprendre que ce seraient des indicateurs personnalisés en fonction des aspirations de la personne, de ses compétences et Exactement. de ses ambitions? Très diversifié, en fait, pour qu'on puisse toucher l'ensemble de nos personnes immigrantes. Dans le fond, le gros défi, je pense, que nous avons, c'est que si on va parler d'une immigration économique, l'ensemble des personnes qui arrivent chez nous n'ont pas du tout les mêmes profils, ni académiques, ni professionnels, mais notre immigration économique se caractérise quand même par des personnes qui sont hautement diplômées et qualifiées. Donc, ces personnes-là, malheureusement, se retrouvent très souvent à devoir reprendre des études parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver des emplois à la hauteur de leurs compétences. Ou sinon, s'ils sont sur le marché de l'emploi, ils sont dans des postes qui sont sous-qualifiés par rapport à leurs capacités et leurs possibilités. Ceci nous amène à une réflexion de dire comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ces personnes-là au bon endroit, au bon moment, et puis le plus rapidement possible. Donc, si on arrive à avoir ce que j'appelle justement un tableau de bord, par profil, par métier, par individu à la limite, ce serait vraiment beaucoup plus facilitant pour l'accessibilité à l'ensemble du marché du travail. Et ça va répondre aussi aux besoins spécifiques de nos employeurs, parce qu'on s'entend que si on prend la population actuelle des personnes immigrantes qui sont sur territoire québécois, bien, ce n'est pas tout le monde qui travaille dans son domaine, et j'en passe, j'en vois des dizaines, pour ne pas dire des centaines, qui parlent de diplomations qu'ils ont obtenues à l'international, mais qui ne travaillent absolument pas du tout dans leur domaine ici. D'accord, merci. Il me reste combien de temps, Madame la Présidente? 8 minutes. 8 minutes. Je vais y aller d'une deuxième question. Aux pages 16 et 17, là, vous affirmez en fait que la prépondérance que donne le gouvernement aux faits français risque d'être préjudiciable, que ça pourrait nuire à l'attraction, à la rétention des étudiants étrangers ou aux objectifs qu'on a en matière de main-d'œuvre. Donc, est-ce que vous ne voyez pas, en fait, la connaissance du français comme un facteur de rétention de grande importance? Parce que quand on compare les indicateurs, justement, on réalise que le taux de rétention des personnes qui ne connaissent que l'anglais, en comparaison du taux de rétention des personnes qui ne connaissent que le français, il y a un écart de 30 %. Alors, pour le gouvernement, c'est sûr que d'avoir des gens dont le projet risque de s'inscrire dans la durée,
en termes de personnes immigrantes, c'est sûr que c'est plus intéressant comme gouvernement d'opter pour des gens qui maîtrisent le français, puisqu'il y a le taux de rétention qui est largement plus élevé. Alors, comment est-ce que vous voyez ça de votre côté? Est-ce que ça ne devrait pas être un critère d'importance? Bien, en fait, je vais peut-être partager ma réponse en deux parties. La première, c'est que je dois absolument souligner l'importance absolue de la maîtrise de la langue française pour pouvoir accéder à n'importe quel type d'emploi et de poste ici au Québec, ainsi que pour bien pouvoir vivre dans la société. Donc ça, c'est absolument un incontournable dans notre vécu, dans notre quotidien. Cependant, ce que nous sommes en train de mentionner ou de citer et sur quoi on insiste, c'est qu'il va falloir donner le temps au temps et donner le temps à ces personnes de pouvoir bien parler le français, s'approprier le français, vivre en français, être en mode « j'apprends le français à travers la culture du Québec », être en mode « j'apprends le français parce que j'ai besoin d'apprendre le français, j'ai envie d'apprendre le français » et pas du tout en mode coercitif et en mode obligation tu dois absolument parler le français, sinon tu ne vas pas pouvoir fonctionner chez nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand ces personnes-là arrivent ici, pour un grand nombre d'entre eux, ils ne veulent pas se sentir chez nous, ils veulent se sentir chez eux aussi. Donc, faire partie de la société passe nécessairement par l'adéquation linguistique. Cependant, il va falloir penser au temps qu'il va falloir accorder à nos personnes immigrantes pour qu'ils puissent se l'approprier. Si je reviens encore une fois à la question de l'équité et la diversité et de l'inclusion, donc dans un deuxième temps, parler français n'est pas nécessairement... ne pas parler français devient un obstacle à une vie au quotidien au Québec. Cependant, le fait de ne pas parler français ne devrait pas être pénalisant si ce n'est pas un choix. Mais il faut donner le temps à ces personnes-là. Tantôt, on parlait de la loi 96, justement, et dans cette loi 96, l'équation des 6 mois est tellement difficile et complexe pour les gens qui viennent d'arriver. Plusieurs parmi eux sont dans l'obligation de mettre simplement du pain sur leur table, donc ils vont aller se chercher un premier emploi n'importe où, n'importe comment. Et ils n'ont pas le temps nécessaire d'accorder un temps plein pour la langue française. Si je prends un autre exemple, nos demandeurs d'asile, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent ici, même s'ils ont accès à ces cours de francisation, ils sont tellement en problématiques autres, et ils ont tellement d'autres enjeux, d'autres soucis, qui ne sont pas nécessairement en mode « je vais apprendre la langue française aujourd'hui ». Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que oui, la langue française dont la planification peut être dommageable, entre guillemets, si elle nuit aux objectifs d'une main-d'œuvre qualifiée, mais elle fait aussi, il y a aussi un défi de si jamais quelqu'un a étudié, par exemple, à Concordia ou à McGill, qu'on ne puisse pas le retenir simplement parce qu'il ne parle pas assez le français. Donc, à notre avis, il serait intéressant de pouvoir créer, par exemple, un programme en fin d'études universitaires qui va faciliter l'accès au marché de travail en francisant ces personnes-là qui ont étudié dans ce genre d'université, par exemple. On espère qu'ils référeront à Francisation Québec, qui leur est accessible. On ne sait jamais, on espère. Dans leur processus. Je vais partager la parole avec les collègues. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, je cède la parole à la députée, la députée de Abitibi-Ouest. Merci, Madame Ouest. Merci, Madame la Présidente. Alors, vous savez, je suis une fille de région, je suis née en région et je vis en région. Alors, vous comprendrez que les régions, pour moi, c'est très important. Et je tiens à vous remercier de votre présentation. Alors, à votre avis, comment la francisation et l'intégration des personnes immigrantes pourraient être facilitées en région? Ah, c'est tellement une belle question. En fait, moi, ce que je vous dirais tout simplement, c'est que la francisation ou parler français en région n'est même pas une option là. Il faut qu'on parle français pour qu'on puisse s'adapter puis vivre en région. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faciliter l'arrivée déjà des personnes immigrantes en région? Le gros défi que ces personnes-là ont est un défi pratico-pratique. Je peux nommer quelque chose de très simple à la base, c'est que pour la majorité de ces personnes qui viennent d'ailleurs, la région veut dire le fin fond de la brousse, alors que chez nous, la région, c'est tout à fait autre chose. Québec est une région.
Alors, on s'entend qu'on n'est pas du tout au fin fond de la brousse. Quelque chose de très important à mentionner aussi, c'est qu'une fois qu'ils le pensent comme tel, ils peuvent ne pas vouloir venir s'installer dans ces régions-là. Donc, comment est-ce qu'on va améliorer l'attractivité pour notre région déjà initialement? Maintenant, je peux vous dire très simplement qu'il suffit qu'une seule personne d'une communauté arrive dans une province, qu'elle réussisse pour qu'elle ramène toute la famille de la communauté pour qu'elle arrive dans cette même région. Donner accès à des épiceries multiculturelles, donner accès à des petits services, à des petites fêtes, à des éléments de caractère humain qui vont permettre à ces gens-là de se sentir chez eux. Et puis, croyez-le ou non, plusieurs parmi eux viennent déjà des régions. Donc, pour eux, aller en région est la meilleure option possible. Je le citais moi-même ce matin en disant « J'aurais adoré être arrivée en région parce que c'est tellement agréable, c'est tellement familial. » À suivre. Il reste combien de temps, Madame la Présidente? Il vous reste 1 minute 25. Quels sont les éléments qui pourraient contribuer à un sentiment d'appartenance et de fierté aussi? Le sentiment d'appartenance ne peut venir que si jamais la dignité de l'individu est respectée. Et la dignité de l'individu passe nécessairement par un emploi de qualité, par une sécurité alimentaire, par des écoles de qualité pour ses enfants, pour des conditions de santé et de famille qui sont à la hauteur des attentes. Il n'y a pas personne qui immigre parce qu'il n'aime pas son pays. Les gens immigrent pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, si tout cela est garanti, mais peu importe la région, je pense que le sentiment de loyauté va être créé. Puis un sentiment d'appartenance au Québec ne peut être créé par une bonne connaissance de ces gens. Et c'est comme ça, je pense, que chacun d'entre nous ne peut se sentir que chez lui, en fait. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors, je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec le député Denis Liga, oui, pour une période de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. Très heureux de vous recevoir au Parlement. On se connaît dans une autre vie. Je sais ce que vous faites sur le terrain depuis plusieurs années. Donc, mes questions vont être aussi, en fait, votre chapeau de DG du réseau des services spécialisés demandeurs, mais aussi votre connaissance du terrain au niveau de l'intégration et de la francisation. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier sur, au fait, d'avoir rédigé un mémoire. Je sais que c'est toujours un moment stressant pour la plupart des organismes. Nous, on a l'avantage d'avoir et de lire tous les mémoires, de les analyser, de voir qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Donc, je tiens à vous féliciter parce que je sais qu'il n'y a même pas quelques mois que vous êtes à la tête de cet organisme. Donc, arriver à produire un tel document en si peu de temps, bravo, mes félicitations. Vous avez ramené pas mal de nouveautés dans votre mémoire. Et sentez-vous bien à l'aise d'éclairer les membres de la commission? C'est ça le but de notre exercice. Vous avez dit, il faut que les fonctionnaires soient sensibilisés et formés à la réalité des personnes immigrantes et que le ministère reconnaisse le racisme et le racisme systémique. Quand vous dites le ministère, vous parlez du ministère de l'Immigration. Oui. OK. Donc, pourquoi vous voulez que le ministère de l'Immigration reconnaisse le racisme et le racisme systémique? Mais en fait, c'est très important de parler. Merci pour la question, M. Déragi. En fait, je vais vous ramener vers le portrait des obstacles systémiques à l'emploi qui a été produit par le Comité consultatif personnes immigrantes en 2019. Donc, depuis ce jour-là, on n'a jamais voulu reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle un racisme systémique. On a parlé d'obstacles systémiques à l'emploi. En ce qui nous concerne, reconnaître ces obstacles ou reconnaître ce racisme systémique va venir avec des solutions. Parce que quand on nomme la problématique et qu'on la reconnaît, on peut aller entreprendre des démarches pour pouvoir l'éliminer, l'élaguer
et trouver des pistes de solutions. Tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas l'existence de ce genre de racisme et d'obstacles systémiques, on ne peut pas travailler dessus, on ne peut pas creuser, on ne peut pas aller former. En sentant que, par exemple, à la Ville de Montréal, puis vous vous rappelez tous qu'il y a eu comme tout un travail de fond qui a été fait là-dessus, nous avons un commissaire actuellement pour la lutte contre le racisme et la discrimination, ce qui a fait évoluer les travaux de la Ville de Montréal de façon très, très importante. Alors, à mon avis, reconnaître ça par notre ministère, par le gouvernement en général, de toutes les manières, ça ne pourrait qu'emmener à une réflexion sur des pistes de fond de solutions. Si j'étais de l'autre côté du gouvernement, je ne le suis pas, ils vont vous dire qu'il y a quelque chose, il y a un comité qui a été créé, il y a un ministre même responsable. Vous êtes sur le terrain. Avez-vous vu des résultats? Est-ce qu'on vous a consulté? Je vous dirais tout simplement que pour nous, ce qui compte le plus, c'est la personne qu'on accompagne. Et malheureusement, nous n'avons pas été dans cette démarche-là. Nous n'avons pas été présents dans cette démarche-là. Le fait d'avoir une personne ou un ministre qui va travailler sur ces enjeux-là, il faudrait qu'il parte du terrain. Parce que c'est pas une équation de « je vais être dans mon bureau pour pouvoir travailler sur le sujet ». Vous n'avez jamais eu l'occasion de parler avec le ministre responsable de la discrimination? Pour le moment, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Okay. Vous êtes sur le terrain, ça fait quand même plusieurs années. Oui, mais et j'aimerais bien, si c'est possible. La demande est formulée, je la formule officiellement. J'invite les collègues à faire le message au ministre parce que j'en suis sûr et certain. J'ai entendu des collègues d'évoquer ce que le ministre est en train de faire. Je n'ai aucun doute qu'il y a un sérieux derrière l'initiative. Donc, je formule la demande à mes collègues de faire le message et qu'ils vous rencontrent parce que vous avez pas mal de choses à ramener, surtout sur le terrain de la discrimination. Et ça va nous faire énormément plaisir de collaborer sur ce dossier-là. Et j'en suis sûr et certain que mes collègues de la partie gouvernementale feront le message. Je vais vous ramener sur la francisation. Oui. Il n'y a pas longtemps, nous avons échangé pas mal sur la francisation. Pouvez-vous partager avec les membres de la commission pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs de francisation? Je veux qu'on parle de ça en premier lieu et par la suite, j'aimerais bien que vous preniez un petit moment pour parler de francisation Québec. Donc, parlez-moi de la francisation, surtout sur l'île de Montréal, les embûches, les choses qu'on doit améliorer, les choses qu'on ne doit pas faire. Et par la suite, j'aimerais bien vous entendre sur francisation Québec. Parfait. Mais en fait, en termes de francisation, comme je le disais tantôt, le gros défi que nous avons actuellement, c'est au niveau des groupes déjà qui sont composés au niveau de la francisation. Je vais citer un exemple très, très simple. Pour l'ensemble des personnes qui actuellement vont dans des cours de francisation, c'est beaucoup plus un espace de socialisation que d'apprentissage de langue française. Oui, c'est une bonne chose parce que les gens apprennent un gros plan d'affaires, mais cependant, ce que je pense qui serait très, très important au niveau de la francisation, c'est d'une part améliorer l'accessibilité, d'autre part améliorer les délais, d'autre part encore améliorer la qualité des évaluations qui vont être faites à la fin de la francisation. On parle aussi d'un niveau très, très avancé de langue française qui est demandé actuellement. On parle d'un niveau 7, et puis je ne vous dirai pas que le niveau 7 parlé en langue française est vraiment quelque chose d'assez complexe, parce que ça prend carrément la rédaction d'un document, puis ce n'est pas tout le monde qui est capable de rédiger un document. Maintenant, si je reviens à l'autre partie de la question concernant Francisation Québec, ce que nous trouvons un petit peu complexe avec Francisation Québec, malgré la très, très bonne intention avec laquelle c'est parti, puis la pertinence d'avoir quand même un guichet unique. Et puis, je vous entendais tout à l'heure, Madame la ministre, préciser que oui, ça existait en d'autres langues, sauf qu'on n'a pas du tout ça sur le terrain. Cela a complexifié un petit peu le travail des organismes sur le terrain. Et je m'explique.
La personne qui pouvait venir nous voir pour qu'on puisse l'aider, l'accompagner dans son inscription en francisation très rapidement, maintenant doit passer par tout un système dans lequel il faut qu'elle puisse avoir accès à un ordinateur. La littératie numérique n'est pas toujours facile chez les personnes immigrantes. Donc, cela donne des situations très difficiles pour l'accessibilité à Francisation Québec. Un autre point qui, je pense, va être important à citer ou à mentionner dans cette équation-là aussi, c'est la nature de l'accompagnement en termes de qualité de langue française. On se pose toujours la question par rapport à l'enseignement de la langue française dans les groupes de francisation. On trouve des personnes avec lesquelles on discute, puis on les rencontre, qui sont dans une même classe, mais qui ne sont pas du même niveau en termes de langue. Attendez juste une seconde, parce que là, c'est très, très, très important ce que vous êtes en train de nous dire. Parce qu'on essaye toujours de dire qu'on fait assez d'efforts, mais il y a des technicalités que sur le terrain, ça ne marche pas. Et là, maintenant, vous êtes en train de dire, faites attention, mais là, le ministère, qu'est-ce qu'il peut changer? Le ministère fait des alliances, fait des contrats, sous-traite en quelque chose la francisation. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce n'est pas tellement pratique sur le terrain parce que ce n'est pas le même niveau. Le décrochage, il vient de ça, selon vous? Bien, le décrochage vient de plusieurs éléments. Entre autres, par exemple, de plus en plus maintenant, des personnes qui sont en train d'avoir des emplois sans même avoir besoin de passer par la francisation. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la francisation à temps partiel ou éventuellement, ils décrochent complètement. Donc là... Attendez. Vous êtes en train de me dire qu'ils sont capables de trouver un emploi même s'ils ne maîtrisent pas la langue française. Absolument. Donc, est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est plus facile de trouver un emploi si on parle anglais qu'on parle français? Pas nécessairement. Pour le moment, la pénurie de la main-d'œuvre qu'on a actuellement amène toutes les personnes à avoir accès à de l'emploi. Et en fait, le gros défi que nous avons comme organisme en employabilité actuellement, c'est de pouvoir faire comprendre à nos personnes immigrantes qu'il ne suffit pas de trouver un emploi pour se dire qu'on est en emploi, qu'ils peuvent trouver beaucoup mieux et qu'ils peuvent avancer, mais sauf que sans la langue française, ils ne vont pas pouvoir évoluer. Donc, avoir la langue française... Et puis là, on a parlé aussi de la francisation en entreprise. Maintenant, si on parle de francisation en entreprise, puis ça fait partie des super volets qui ont été initiés, mais est-ce que les entreprises sont capables de franciser pendant les heures de travail, vu cette pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que les entreprises sont prêtes à donner du temps supplémentaire, même si c'est payé par le ministère? Donc, la question est très complexe, dans le fond, en termes de francisation au jour d'aujourd'hui. Vous savez que tout tourne de la francisation au Québec du français. Et on ne peut pas aujourd'hui se permettre, en tant qu'élu, entendre cela et ne pas agir, là. Sinon, tout ce qu'on fait comme effort, l'échec va nous suivre. Tout à fait. C'est quand même énorme, là, ce que vous êtes en train de dénoncer, là. Parce qu'on parle... C'est la vérité du terrain que je suis en train de vous dire. Ce qu'on voit de plus en plus, malheureusement, c'est que beaucoup de personnes, même s'ils ne parlent pas français, même s'ils ne sont pas assez francisés, peuvent se trouver des emplois, peu importe l'emploi. Donc, pour eux, qu'est-ce qui est la priorité? Bien, la priorité, c'est de se trouver un emploi pour pouvoir emmener leur famille, pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir aider leur famille. Et puis c'est valable dans beaucoup de domaines. Ouais. Vous êtes un réseau qui est spécialisé dans des services, services spécialisés de main-d'œuvre. Ce que vous êtes en train de dire, qu'il y a un lien direct entre trouver un emploi, francisation, décrochage et ne pas suivre les cours de francisation. Un lien direct peut-être, oui, mais pourquoi pas, je peux le nommer comme tel. Oui, j'assume ce que je dis, en fait, effectivement. Mais parce que, en fait, je vais vous ramener un petit peu en arrière dans le temps. Si jamais on parlait des années 2008, 2010, 2012, 2015, les personnes qui arrivaient en ce moment-là, il n'y avait pas assez d'emplois. On parlait vraiment d'un taux de chômage auprès des personnes immigrantes très, très, très élevé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se faisait? On avait des personnes immigrantes qui prenaient les cours de francisation à temps plein, à temps partiel. Ils pouvaient avoir aussi une source de revenus avec ces cours-là et ils ne se trouvaient pas nécessairement du travail. Actuellement, la personne arrive chez nous, elle parle un tout petit peu français, elle se débrouille, elle a un CV, elle postule, elle se trouve un emploi. Elle lâche très souvent les cours parce qu'elle ne peut plus combiner
les heures de travail avec les heures de cours. Et c'est ça qui est très difficile et très complexe. Ouais, et c'est là votre réponse que oublier la francisation sur les lieux de travail, ça ne peut pas fonctionner. En fait, je ne suis pas en train de dire oublier la francisation sur les lieux de travail. Au contraire, je suis en train de dire qu'il faut encourager la francisation, sauf qu'il faudrait peut-être qu'elle ne soit pas sur le temps de travail. La question, ce serait beaucoup plus de comment est-ce que nos entreprises vont s'organiser entre eux pour pouvoir avoir de la francisation ensemble. Moi, l'une des choses, peut-être que je vais revenir à la question des régions. Pourquoi est-ce que, par exemple, 5, 6, 7 entreprises ne se mettent pas ensemble pour offrir ces cours de français? Je dois vous arrêter. Le temps est... Merci. Le temps est parti à l'opposition étant terminé. On va toutefois finaliser cette ronde de discussion avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes, 8 secondes. Merci beaucoup. Excellent mémoire. C'était très différent. C'était très instructif. Merci. Justement, dans votre approche là, sur les inégalités, sur l'intersectionnalité aussi, est-ce qu'on sait si les politiques d'immigration du Québec, finalement, vulnérabilisent ou perpétuent ces inégalités-là en fonction du genre, de l'origine, de la confession? Est-ce qu'on fait ces études-là? Est-ce que le MIFI fait ces études-là dans ses modifications de programme? Je vais te laisser. Je n'ai pas la réponse exacte là sur le moment, mais ce qui nous a intéressé de réfléchir à ce niveau-là, c'était pour revenir un petit peu à la question sur les marqueurs qualitatifs plutôt que les marqueurs quantitatifs. C'était justement sur ce besoin de réfléchir au fait que le vécu d'une personne immigrante comme moi, qui suis arrivée à 10 ans depuis la France, et le vécu d'une personne immigrante réfugiée de Syrie, le vécu d'une personne immigrante qui vient d'Ukraine ou je ne sais où, n'est évidemment absolument pas le même. Et que les formes de discrimination à leur arrivée, au moment de leur installation, par rapport à l'accès au logement, par rapport à l'accès à un emploi, par rapport à l'accès à des bourses de scolarité s'ils veulent faire des études supérieures, évidemment, ce ne sera pas du tout la même égalité des chances. Donc c'est un petit peu sur ça qu'on a voulu insister en rédigeant le mémoire, sur le fait qu'il nous paraissait un petit peu limité de chercher à réfléchir à nos politiques d'immigration sans véritablement s'engager dans un travail de définition de qu'est-ce qui constitue l'expérience immigrante. Dans des dynamiques qui sont des dynamiques de pouvoir constitutives de l'expérience immigrante. Le français, évidemment, rentre là-dedans, mais les questions... le travail qualifié, moins qualifié. Exactement, voilà. Le rôle des femmes, le travail informel, le travail formel, le diplôme. Dans certains pays, je veux dire, l'accès aux études pour les femmes, c'est très compliqué. Bien, en fait, j'aimerais souligner quelque chose de très important, c'est que la grande partie ou le grand nombre de personnes qui viennent d'ailleurs de l'international viennent avec une logique de, pas de compétences, mais de savoir. Donc, c'est une logique de diplomation. Nous sommes ici dans une logique de compétences. Donc, un médecin qui vient ici, qui se retrouve déqualifié parce qu'il ne peut pas avoir accès ni à son poste, ni à son travail, et qu'il perd carrément son identité professionnelle, ne peut pas être traité de la même manière que monsieur, madame, tout le monde, mais malheureusement, dans la foulée, on perd cette expertise. Et nous, ce qu'on voulait vraiment mettre de l'avant, c'est que ces enjeux-là sont au cœur de la déqualification professionnelle, sont au cœur d'un travail à double rythme. On tenait absolument aussi à parler de la bidirectionnalité, parce qu'on a préparé les personnes immigrantes, mais on a oublié de préparer la société d'accueil. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qu'on demande vraiment très activement, c'est de préparer nos instances, même si actuellement on parle de, oui, il y a des formations, mais est-ce que le fait de suivre une formation est assez pour que la personne pratique ce qu'elle est en train d'étudier? On va aller à plus que la sensibilisation et la formation, on parle d'une éducation par rapport à ces personnes-là, dans le fond. Et c'est pour ça qu'on a souligné aussi l'importance et la responsabilité des pouvoirs publics de savoir nommer et reconnaître ces éléments-là. Si on a des pouvoirs publics qui s'engagent de façon régulière dans une dénégation de l'existence de ces formes, de ces dynamiques de pouvoir qui sont constitutives de l'expérience immigrante, on est dans un recul en arrière qui est absolument inexcusable pour ces personnes-là. La question du racisme systémique, la question des devoirs envers la diversité étaient inclus dans chacune des planifications gouvernementales de l'immigration, dans des gouvernements depuis Robert Bourassa. Le gouvernement Charest en avait fait, le gouvernement de M. Couillard en avait fait également. C'était toujours inclus. Là, c'était absent et on avait cherché à réfléchir pourquoi. Pour rejoindre la question de Madame tantôt sur la régionalisation,
la question du français joue là-dedans aussi. Si on veut accueillir et ajouter à l'attractivité des régions pour les personnes immigrantes, le français doit être présenté comme quelque chose aux bras ouverts et non comme une sommation. Attention, si tu ne parles pas français, tu n'auras pas ta place ici. Sur ces dernières paroles, je vous remercie, Madame Alayan, Monsieur Mauban. Merci d'avoir participé aux travaux de la commission. Votre rapport est incommensurable. Alors, pour les membres de la commission, j'ajourne en fait les travaux jusqu'au jeudi 28 septembre 2023, après les avis touchant les travaux des commissions. Bonne soirée.